Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau podcast sur la chaîne des rebuts du catch et bienvenue pour cette intro un peu exceptionnelle. Oui, pourquoi je la fais comme ça? Tout simplement parce que je viens tout juste de sortir de l'enregistrement d'une des parties du podcast que vous allez écouter là, que ce soit en version vidéo ou en version audio sur toutes les plateformes. Vous connaissez la chanson. Tout simplement parce que j'ai enregistré le podcast donc avec Bertrand Hébert. Et c'était pour moi l'un des meilleurs podcasts des rebuts du catch qui a été fait depuis la création de cette chaîne pour plusieurs raisons. Et donc voilà, donc c'est un podcast qui est très très long d'origine, qui dure 3 heures, 2h55 je crois, voilà en gros. Et donc j'ai décidé bien entendu de ne pas vous le diffuser en une partie parce que il se dit beaucoup de choses hyper intéressantes et ça serait dommage que beaucoup d'entre vous passent à côté parce que ça soit trop long et du coup trop pas du tout digeste à regarder quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé tout simplement de diffuser on va dire thème par thème ce podcast. Le premier podcast que vous allez regarder ou écouter qui est celui-là, c'est tout simplement, vous l'avez vu que ce soit sur la miniature ou dans le titre, c'est tout simplement sur Pat Patterson. Vous le savez, Bertrand Hébert a écrit la biographie de Pat Patterson et c'était important pour moi d'en parler et on en parle pendant pas mal de temps. Donc voilà pour la première partie et ensuite vous verrez pour les deuxième parties et la troisième et peut-être la quatrième, je sais pas encore combien il y en aura mais vous verrez. Voilà, je sortirai ça au compte-gouttes au fur et à mesure. Je vais prendre le temps de bien travailler le truc et de vous sortir le meilleur podcast ever de la chaîne des rebuts du catch. En tout cas, je l'espère. Merci à vous. Et puis, je peux que vous dire un bon podcast, une bonne écoute ou un bon visionnage. J'ai travaillé avec Pat Patterson. J'ai produit Pat Patterson dans le segment du brunch. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps parce qu'il a été reposté par Marc Ouais. Blondin sur sa page Facebook suite à son émission sur Pat Patterson. Mm-hmm. C'était quelque chose ce segment quand même. C'était Oui, particulier. et durant qu'on va, ça c'est préenregistré avant Ouais. les enregistrements. Donc, je vais apprendre beaucoup, puis on va jaser beaucoup cette journée-là, moi et Pat Patterson. C'est la première fois que tu l'as connu? On avait eu un meeting de production D'accord. en lien avec les tapings. La première fois, je l'avais vu. Donc, Pat va chercher la permission de Vince pour faire l'apparition dans l'émission de télé pour tout ça. Donc, on produit ça le jour même. On va regarder des vieux brunchs pour le mettre dans le beat. On va y présenter le personnage qu'on a là, puis on va raconter l'histoire. Au final, on va le faire 3 ou 4 fois si ma mémoire est bonne, pour finalement garder la dernière prise pour que ça soit assez long. Parce qu'au début, c'était soit trop court, il manquait un bout, on pourrait rajouter cette blague-là. Bon. Donc, au final, j'ai une question juste. ouais. Le segment du brunch, c'était un one-shot? Enfin, c'était filmé comme il y Ouais, avait un point d'un coup, voilà. une caméra. C'est ça, il n'y avait pas des cuts. Voilà, c'était une promo du début à la fin qui durait, Ouais, je sais pas, 5-6 minutes, quelque chose comme ça, quoi. ouais, c'est ça, exactement. Ok, Donc, d'accord. puis à l'époque, je veux dire, il y en a quelques-uns qui sont sur YouTube, là. Pat interviewait les lutteurs, puis faisait des traductions qui n'étaient pas littérales. Donc, autant dans les questions que ses commentaires, il était très, très incisif envers les lutteurs anglais, surtout les babyface. Donc, les gens s'en souvenaient encore au Québec. Le rêve Ok. du Québec, Pat Patterson. Donc, on jase beaucoup cette journée-là. Pat a déjà lu notre premier livre sur Mad Dog Magician Screwjob et a aimé la partie sur Pat Patterson là-dedans. Ah, c'est déjà bien. Et depuis des années, la WWF le pousse à essayer de faire sa propre biographie. Il y en a déjà son deuxième ou troisième writer. Là, le chiffre m'échappe. Et ça va pas bien parce qu'il dit qu'ils connaissent rien dans la lutte. Je suis tout obligé d'expliquer. Moi, je veux raconter mes histoires. Je n'ai pas juste ça à faire de leur expliquer qui était qui dans mon histoire. Donc, je dis, écoute, moi, je suis libre. Si jamais si tu veux changer. T'as raison. Ouais. Et bon, les choses restent comme ça. Moi, je suis impliqué avec le Comic-Con à Montréal Oui. pour les luttes. Donc, on est au Comic-Con. Et là, j'ai un appel de Pat Patterson qui me dit, bon, ben là, Hébert, je mets ton nom dans le chapeau comme pour que ce soit toi qui écrive le livre avec moi. Comme. Puis, c'est ça. Fait que, on va t'en donner des nouvelles. Et ta sensation après, c'est quoi? C'est dit, ouais, j'ai gagné le gros lot, Oui, quoi.
Ouais, ouais, OK, go. ouais, ouais, ouais. Tu le sais pas. Là. Tout ça, de là, quand même, tout ça va prendre un certain temps. On va me faire venir à Stamford en avion pour une entrevue avec Kevin Dunn. Si Pat Patterson est le bras droit de Vince McMahon, Kevin Dunn, c'est le bras gauche côté de production télévisuelle, T'as jamais réalisation. rencontré Vince? J'ai vu Vince quand j'étais avec Pat à un taping de SmackDown. D'accord. J'avais pas Pat à côté de moi et je dois avouer que Vince est une présence tellement intimidante que tu te sens pas le courage Ouais, d'aller t'introduire à Vince McMahon directement dans cette situation-là pour dire ah oui, c'est moi qui écris le livre de Pat Patterson. J'avais l'impression que ça pouvait soit être positif ou très négatif, ouais, dépendamment. Puis il y avait d'autres mondes autour de lui. Je me sentais ouais. pas. J'ai quand même croisé Vince McMahon à la conférence de presse pour la retraite de Jacques Rougeau en 93. Et j'étais Ok. assis juste en arrière de lui pour la conférence de presse. Il venait d'être acquitté pour le procès des Des stéroïdes stéroïdes. et il était félicité de son acquittement. Mais bon, non, c'est une courte anecdote. Il y a une photo de cette conférence de presse-là dans le livre de Pat et de Vince ensemble, que c'est moi qui ai pris d'ailleurs. Ah. C'est fascinant ici dans la section couleur. Donc, du coup, tu nous disais tout à l'heure, ton livre, il est... Ah C'est oui, d'accord. Ok. Ok. Vince et Pat ensemble. Tu nous disais que ton livre, il est uniquement en anglais. Est-ce qu'il y a une Ouais. chance un jour de l'avoir en français? Le succès du géant ferré en traduction simultanée, peut-être que notre éditeur chez Urtubise se laisserait tenter. Le décès de Pat récemment limite un peu. Pat a toujours rêvé de soit payer pour la traduction lui-même, puis de le lancer pour que sa famille au Québec qui ne parle pas vraiment anglais puisse lire le livre. Puis ça n'a jamais débloqué. Malheureusement, localement au Québec, c'est toujours vu comme Pat n'était pas assez connu localement, même si sa carrière américaine, je veux dire, c'est un des deux hommes les plus influents de l'histoire de la lutte, point. C'est quand même pas une petite histoire, mais c'est difficile. Puis je suis convaincu qu'en France, c'est le même concept avec le géant André Roussimoff. Ça a beau être un local ou quelqu'un qui vient de France. C'est difficile pour la masse de comprendre son importance sur une échelle plus internationale. Mais en fait, c'est ça qui est... Moi, ça m'a surpris la popularité du livre et le fait que beaucoup de gens en ont parlé, tout ça. Parce qu'au début, quand moi j'ai reçu Pas de la Prade à la sortie du livre ou quelques semaines après la sortie en français, franchement, je pense que peu de monde en parlait en France de ce livre-là. Je sais qu'il avait été en entrevue avec Wassen Clinic, qui est notre chaîne française également, un peu avant celle que j'ai fait avec Pas de la Prade. Mais c'est vrai que il y avait personne qui s'y intéressait vraiment au livre. Et c'est après, il y a eu ces personnes-là, moi un peu qui en a parlé, ça a intéressé du monde, etc., etc. Ça fait voilà un truc de boule de neige un peu. Et du coup, ça a grossi jusqu'au point où je pense que si le plus gros youtubeur français a parlé d'André le Géant, ce n'est pas pour rien non plus. Je pense qu'il a entendu parler de ça parce que le livre a fait parler de lui et tout ça. Et c'est vrai que Pat Patterson, je pense que c'est un personnage un peu plus obscur qu'André le Géant. Il n'est pas français, tout ça. Donc, je pense que ça marcherait sûrement moins bien. Mais par contre, Et, effectivement, mais je pense qu'au Québec, il y aurait quand même un marché pour une version française de la biographie de Pat Patterson. C'est sûr que plus on s'éloigne de son décès, plus la fenêtre se rapetisse. ouais. Et ça y ferait sûrement un très grand plaisir que ça sorte finalement en français. Mm. Mais ce fut une expérience totalement Comment il incroyable. était parce que j'ai entendu plein d'histoires comme quoi c'était un grand blagueur et tout ça, qui il faisait des jokes tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est quelqu'un qui se prenait pas au sérieux, qui Ouais. prenait pas, qui se laissait pas emporter par son personnage. Il y avait une claire distinction entre la réalité et la fiction. Croyait pas ses propres coupeurs de presse, si on veut, qui était très, il se voyait lui-même de façon très dérisoire, tu sais, puis il avait de la misère il aimait pas se mettre over. Et C'est ça, c'est une des surprenant pour un catcheur quand même. mettre over, là. Je veux pas me mettre over. Mm. Fait qu'il fallait, il y a une espèce de, tu sais, oui, j'ai fait ça, mais, tu sais,
il y avait toujours beaucoup d'humilité en arrière de tout ça. Fait que c'est quelqu'un qui aimait faire des blagues, qui aimait rire, qui vient d'une époque où quand tu voyageais, puis Dieu seul sait que ces gars-là ont voyagé, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas t'as les mots croisés, la lecture, puis faire des blagues, c'est pas mal ça que tu as pour passer le temps. Tu sais, c'est 6 heures d'avion avec des mots croisés, des blagues, puis Il n'y avait pas de Switch pour jouer. puis de la lecture, ça peut être un peu long. Tu sais. Fait que lui, c'était les blagues, c'était de rire. Comment il disait ça en anglais? We had to entertain ourselves. Il fallait qu'on trouve une façon de se divertir. De se divertir nous-mêmes. Donc, il aimait rire, il aimait faire des blagues. Je vais voyager beaucoup avec lui pour faire la promotion, faire divers tournées pour des conventions. On a été au Royaume-Uni. Ensemble, on a fait la croisière de Chris Jericho. Le nombre de fois où Pat fait des blagues à l'aéroport, sa blague préférée à l'aéroport, c'est souvent de quelqu'un passe, puis là, il jappait. Fait que là, tout le monde se retourne, puis cherche le chien, puis là, lui avec, il se tourne, puis il cherche le chien. Et là, il pouvait se rouler à terre, plus qu'il y avait de monde qui réagissait, plus qu'il trouvait ça drôle, comme d'avoir embarqué le monde à chercher un chien alors qu'il n'y a pas de chien. Ça, c'est une chose. Il y avait sa blague préférée qui comptait à tout le monde. Je dois l'avoir entendu des millions de fois. Là. Donc, hier soir, j'étais dans ma chambre, puis là, ça cognait à la porte sans arrêt. Il y avait une bonne femme qui cognait à la porte, puis elle me réveillait tout le temps à cogner, puis là, ça n'a pas de bon sens. Je me suis tanné, je me suis levé, puis je l'ai laissé sortir. Donc, la madame a cogné à sa porte de chambre, mais elle était dans... Et ça, il a trouvé drôle, puis il surprenait toujours les gens. J'attendais une chute, en fait, mais d'accord, OK. Il surprenait toujours les gens avec le fait, tu sais, parce que tu dis qu'elle cognait à ma porte de chambre pour rentrer. Non, pour ça. Et là, il trouvait ça drôle. Et là, ça, il pouvait faire ça en attendant au restaurant, à la madame qui nous donne notre place au restaurant, ou à l'hôtesse, ou il pouvait compter ça à l'aéroport à quelqu'un assis à côté de lui, ou en arrivant à la salle de spectacle, en parlant avec quelqu'un qui est là comme ça, un gars qui s'occupe des lumières. C'était, bon, lui, là, ça le faisait rire. J'aimerais, si possible, Bertrand, je ne sais pas si tu vas accepter ou pas, je ne sais pas quelle est la difficulté d'en parler ou pas, mais j'aimerais qu'on mette un vrai point d'honneur sur les problèmes qu'il y a eu dans les années, je ne sais plus combien exactement, tu vas mieux le dire que moi parce que je n'ai pas envie de trop dire de bêtises, mais vraiment, parce qu'il y a eu des histoires comme quoi, Pat Patterson serait dans ces histoires-là aussi, c'était des histoires, je ne sais plus, tu vas plus l'expliquer, mais mets-nous un vrai point d'honneur dans ce podcast et dis-nous vraiment le truc. Il a été traîné dans la boue en même temps que Terry Garvin et Mel Phillips, qui, eux, ne sont jamais retournés à la WWE par la suite, dans des histoires d'abus ou d'attouchement sexuel et d'utilisation de sa position pour obtenir des faveurs sexuelles via le travail. Pat était gay. Dans les dernières années de sa vie, il ne s'en cachait plus. D'ailleurs, le livre s'appelle Acceptude pour ça. Je suis probablement la seule personne à avoir discuté de la situation avec lui de vive voix. Parce que c'est pas un sujet qu'il appréciait vraiment parce que ce fut très, très, très difficile. Pat a été 40 ans avec son même compagnon de vie, le Louis Dondero. Et ça a été une période difficile où Pat a démissionné parce que là, parce qu'il était gay, il a été embarqué dans cette situation-là comme étant... Parce qu'il était gay, il faisait automatiquement partie de ça parce que toutes les autres... Et c'était connu qu'il était gay, que déjà cette époque-là, quoi. Ils se parlent entre eux autres, c'est sûr qu'ils sont ensemble. Il y a tout ça. Pat était un homme de son époque, il est né en 1941. Aujourd'hui, il est mort, il avait presque 80. C'était un homme grivois qui aimait faire des blagues qu'aujourd'hui on appellerait douteuses. Mais c'était souvent en dérision pour désamorcer tout de suite le concept qu'il était gay avec les gens autour de lui. Et il va être traîné là-dedans. Et à ce jour, jamais à aucun moment, il est accusé de quoi que ce soit légalement ou
ça se rend jamais là. Mm. Tom Cole, qui est décédé récemment, n'a jamais accusé Pat Patterson de quoi que ce soit. Dans l'émission de Donahue et dans certaines entrevues, à l'époque, Superstar Billy Graham va accuser Pat Patterson de faire partie de ça. Billy Graham, qui est une personne qui a très peu d'honneur et très peu de paroles, puisque c'est Pat Patterson qui a aidé à sa carrière en Californie quand il est devenu une grande vedette, fait ça pour faire mal à la compagnie parce que la compagnie l'a laissé partir parce qu'il est rendu Pour se venger, quoi. Effectivement, une espèce de vengeance. Jusqu'à sa mort, Pat Patterson a refusé de pardonner ou de parler à Billy Graham et Billy Graham n'a jamais s'est rétracté dans sa biographie. Dans la biographie de Billy Graham, il dit carrément qu'il a menti, qu'il a accusé Pat Patterson à tort pour se venger. Et à la mort de Pat, il va réitérer aussi que ce qu'il avait dit à l'époque était des mensonges et que Pat est parti sans jamais lui pardonner. Ouais. Ce qui pour moi était quand même important parce que, bien sûr, quand Pat est décédé en décembre, c'est des choses qui sont revenues parce que sur YouTube, les gens... Tu sais, l'accusation originale fait la première page, les rétractions, la 12e, en petit, dans le coin. Et souvent, les gens restent beaucoup accrochés à « Ouais, mais j'ai entendu dire... » Bah voilà, c'est pour ça que je dis, tant qu'à t'avoir, je suis obligé d'en parler parce que je te le dis tout de suite, je ferai plusieurs épisodes avec notre entrevue, ça c'est clair et net, parce qu'il y a... Voilà, mais Pat, j'étais obligé de t'en parler. Pat était vraiment quelqu'un de très droit, très gentil, honnête. Et la seule fois où Pat a pleuré, c'est quand je l'ai fait finalement me parler de cette histoire-là. Ça a été excessivement difficile. Pour lui, c'était la fin de sa carrière dans la lutte. Ouais. Parce que tu en parles dans le livre, j'imagine. Oui, on en parle dans le livre. Il avait promis à Vince le père de prendre soin de son fils sur son lit de mort. Fait que donc, pour lui, c'est pour ça qu'il démissionne. Parce que là, il dit, là, je suis comme... j'attire sur toi des choses qui sont pas vraies. Puis en même temps, en étant gay, je peux comme pas me défendre parce que je suis coupable en étant gay. Vince, par loyauté, lui aussi, va engager une firme. D'ailleurs, dans l'émission de Donahue, Vince va mentionner cette chose-là. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a inventé avec le livre. Il va mentionner qu'une firme externe a été engagée pour enquêter sur Pat Patterson à l'interne pour faire la lumière là-dessus. Et c'est à la suite de cette enquête-là que Pat va être réengagé parce qu'il est exonéré de tout soupçon après que cette firme-là a parlé avec tous les employés à tous les niveaux, là, pas juste les lutteurs, mais aussi à l'intérieur des bureaux. On dit à Pat, tu pourrais être élu président de la compagnie tellement que tu es populaire. Tout le monde veut que tu reviennes travailler. Reviens travailler. C'est là qu'il va revenir à SummerSlam en Europe avec la compagnie. Et il était vraiment parti de la compagnie. Il ne travaillait pas année, là? la compagnie. Ça aussi, c'est des mensonges. Pat avait commencé à suivre des cours pour devenir barman. Oui. Il voulait totalement changer de vie, du coup. Oui, ben, pour lui, il n'irait jamais travailler pour la compétition et il ne voyait pas comment il pourrait être exonéré de tout ça parce que c'est une époque où ben, je suis gay, même si je me défends, je suis coupable. Et j'ai pu me battre un peu avec Pat pour qu'on en discute parce que je suis gay, je ne pourrais jamais me défendre de ça. Les gens vont croire ce qu'ils veulent. Mais j'ai fini par le convaincre que si tu n'en parles pas aujourd'hui puis si tu ne dis pas ta version là, le fait que tu ignores le sujet va passer comme quoi que c'est parce que tu es coupable. Fait qu'on en a parlé une fois. Ce qui est dans le livre, c'est exactement comme je l'ai présenté, comment Pat l'a approuvé. La WWF a changé aucune virgule, aucun point dans tout ça. Donc, la vraie histoire, comme lui l'a vécu, c'est celle-là. Et remarquez que aucun lutteur dans les dernières années, au contraire, la plupart des gars comme Edge, Chris Jericho, les Dudley, adorent Pat Patterson parce que c'est vraiment un artiste qui aimait échanger. OK, toi, tu me dis ça. Moi, si je te dis ça, qu'est-ce que tu en penses? Il disait souvent aux autres agents, Pat Patterson était quelqu'un d'ouvert, que tu pouvais discuter puis trouver une solution
à l'affaire qui te faisait sentir mal à l'aise dans le scénario. C'était un grand passionné. C'était un grand passionné. Fait que moi, j'ai vécu avec Pat des tournées, j'ai dormi dans la même chambre que Pat. Pat est un gentleman sur toute la ligne, un bon vivant, un gars drôle et fier. Mais je pense qu'avec le temps, on a changé beaucoup la perception à ce niveau-là, justement, parce que Pat en a parlé dans son livre. Pat a fait des entrevues, a fait des tournées en lien avec la promotion du livre, où il y a une meilleure balance entre ce que les gens pensent parce que c'est sorti il y a 30 ans, puis ce qui s'est dit il y a 30 ans, versus tous les faits et les nouvelles informations qu'on a aujourd'hui. C'est un peu comme les grandes histoires autour du GM. Malheureusement, ce sera peut-être pas possible de changer tout, mais au moins la balance est supérieure. Moi, j'ai parlé avec le New York Times quand Pat est décédé parce qu'il préparait une biographie. Ils ont toujours ça là, quand il y a des personnages qui décèdent. Puis c'est comme ils sont fiés au livre beaucoup, puis ils sont partis de vouloir absolument mentionner cette histoire-là à tout simplement l'ignorer puis à ne pas embarquer dans cette histoire-là, qui, dans le fond, au final, est une anecdote sur une très courte période de temps dans la carrière et la vie de Pat Patterson. Mais qui a marqué beaucoup de personnes. Effectivement. Malheureusement, quoi. Voilà. Effectivement. Mais Pat était un gars drôle, honnête, toujours affable, toujours très respectueux, à l'humour douteux, peut-être. D'ailleurs, je pense... Dans l'ancien temps, sûrement. Oui, voilà. C'est ça. Ce qu'il aimait beaucoup de moi, c'est qu'il pouvait me taquiner, puis il pouvait arriver, puis je réagissais pas. Je vendais pas pour Pat. Là, c'était comme... Tu nocelles pour Pat. Fait que là, il me disait des affaires, puis il réussissait pas à me faire décrocher ou à me faire me choquer. Il aimait ça, parce que il est tough. Il y a une fois en Angleterre où il a presque réussi. J'ai été obligé d'aller prendre un break. Là. Mais la plupart du temps, on s'entendait bien, puis il aimait ça me piquer, puis de voir que je réagissais pas. Donc, c'est très dommage, mais si vous faites vos devoirs puis vous cherchez, vous ne trouverez aucun fait ou aucune accusation légale en termes de Pat Patterson. Ouais. Puis si tu prends cette petite période de temps-là où il a été mêlé à la véritable histoire de Mel Phillips puis de Terry Garvin parce que lui aussi était gay, il n'y a aucun autre incident par la suite, aucun autre incident avant. Et je veux dire, dans la lutte comme dans la vie, être 40 ans avec la même personne, c'est quand même quelque chose. Oui, bien sûr. Louis jusqu'à la fin, jusqu'au décès de Louis. Donc, puis il n'y aura jamais personne d'autre dans sa vie par la suite. Là, il est décédé quand son... Louis est décédé étrangement le jour du King of the Ring avec le Hell in the Cell de Mankind et de en 98. Ah oui, donc il a vécu quand même beaucoup de temps tout seul, du coup. Oui, il a passé les 20 quelques dernières années de sa vie seul. Puis, pour lui, c'était clair que Louis était l'amour de sa vie, puis il ne trouverait jamais personne d'autre comme ça. D'ailleurs, dans le documentaire de WWE récemment, là, ils ont montré les images du Hall of Fame où il dit que Louis était un père, un frère, une sœur, une mère pour lui. Là. Donc, c'est vraiment une relation très, très spéciale. Puis Louis a été vraiment là, a appuyé Pat dans sa carrière toute sa vie. Il a déménagé, tout lâché sa famille pour aller rejoindre Pat, puis il va l'accompagner partout. Puis il va toujours l'épauler. Puis quand Pat, il faut qu'il parte d'une ville, Louis il suit, puis il est conscient que c'est ça le travail de Pat, puis qu'il ne peut pas le changer, puis qu'il peut juste appuyer Pat, puis que c'est vraiment une belle relation, puis ils ont eu des années incroyables, puis ils ont vécu une vie incroyable pour un couple gay de cette période-là. On en a parlé beaucoup avec Pat devant une bonne vodka. Qu'est-ce qu'il aimait boire, Pat Patterson? Il était plus vodka, il était... Pat savait profiter de la vie sur bien des choses.
Et ce qu'il réalisait, c'est que lui et Louis, c'était pas des grands activistes. C'était pas des gens qui voulaient s'afficher puis qui voulaient les manifester puis tout ça. Mais ils ont changé beaucoup la perception des gens qu'ils ont rencontrés sur qu'est-ce que c'était être un homme gay. Que il était ordinaire. C'était du monde comme les autres. C'est l'image qu'ils ont laissée à plein de gens au fil du temps en voyageant d'un territoire à l'autre. Que, c'est Pat puis Louis. C'est Louis et Pat. Puis Louis, il fait de la bonne bouffe. Puis Pat, il est drôle. Puis ça fitait, quoi. Ça fitait. Quand c'est le temps de travailler, il travaille fort, aussi fort qu'un autre. Puis il aime profiter de la vie. Puis c'est du monde bien ordinaire. Et ça, c'est aussi important parfois que d'être celui qui manifeste dans les rues pour les droits, parce que ce que tu changes aujourd'hui avec une personne, tu vas changer avec ses enfants, ses petits-enfants, son frère, sa sœur. Parce qu'il va dire, moi, je connais Pat Patterson, il est gay, mais il est bien correct, puis il est bien ordinaire. Puis, ils ont eu cet effet-là autour d'eux, c'est-à-dire de rendre ça ordinaire, accepté. Là. C'est comme, oui, Pat, il est gay, là, mais ça ne change rien. Là. Et ça, c'est quelque chose que dans les dernières années avec le livre, où que finalement, là, après Legends House puis le livre, il était totalement libre. Là, il arrêtait de se cacher s'il voulait aller au bar gay. Ça l'a libéré beaucoup. Puis il y a eu des témoignages à chaque fois où on allait dans des conventions, des signatures. Là. En Angleterre, entre autres, il y a un couple là, qui ont écourté leur voyage de noces pour revenir voir Pat en spectacle. Puis le Pat, là, il capotait. Ils sont mariés, puis ils veulent venir me voir, moi, raconter mes histoires. C'était un peu une icône, quoi. C'était un peu une icône gay, quoi, du coup. Oui, c'était comme, wow! C'était comme, tu sais, là, il était tellement fier pour eux autres qu'il n'ait pas à passer au travers de ce que lui avait passé. Puis il était complètement renversé qu'il avait joué ne serait-ce qu'un petit rôle là-dedans. Donc, ça l'a... Ça, c'était des histoires qu'il adorait. Il se tournait de bord à l'aéroport, puis il y a quelqu'un qui sortait un livre de son sac pour lui faire signer, comme puis il disait, je suis gay, moi aussi, puis vous m'avez tellement inspiré, M. Patterson, ça l'a jeté à terre. Là, il met sur le coup pour me dire, hey, je sais pas ce qui est arrivé. Ça, c'était merveilleux de le voir comment libre tout ça l'a rendu. Là. Parce que vient d'une époque où Pat Patterson, tout le monde le savait, mais Pat Patterson, il n'en parlait jamais. Pat Patterson n'a jamais fait de coming out avant Legends House à personne. Tu le savais parce quand le Legend of Legends House, c'était la télé-réalité sur le WWE Network, qui est toujours disponible d'ailleurs. Oui. Mais c'est en quelle période? C'est à peu près début 2010? Quelque chose comme ça? Quelques années avant qu'on fasse le livre. Donc, on a fait le livre autour de 2016. Donc, c'est 2014 parce que c'est prêt pour le début du network, mais c'est quelque chose qu'on a déjà en canne depuis un certain temps là, parce que le network a eu un délai là, entre le moment où ils voulaient lancer le network et le moment où ils ont été prêts à le faire. Fait que ça a été très, très libérateur pour lui. Dans le livre, jamais on appelle Louis son boyfriend. Parce que, boyfriend, j'aime pas ça. Je l'ai jamais appelé de même. Puis c'était mon ami. My friend. He was my friend. My friend. Okay. On va dire my friend. Friend Louis. Ouais. Là, on est en entrevue à la télé au Québec, puis il l'appelle mon chum. Là, je suis comme... Comme dirait Pat Laprade. Comment? Il est à la TV en direct, puis là, il parle de son chum. Ah ouais. Là, coudonc. Mais pour lui, ça s'est fait naturellement. Là, il est passé justement là, de encore, je me cache à là. Je suis libre. Je fais ce que j'ai envie. Libre, je peux le dire. Et ça a été là, merveilleux de voir cette transformation-là pour lui parce qu'en fin de vie, après avoir vécu la plus belle vie au monde selon lui, puis d'avoir fait tout ce qu'il pouvait faire, penser, rêver à faire et plus encore, cette partie-là, c'était probablement la dernière chose là, qui lui pesait sur les épaules là, quand moi j'ai rencontré. Est-ce que tu penses que cette histoire-là qu'il a eue dans les années 80, enfin, au final, qu'il n'a pas eu, parce qu'au final, lui, il n'était pas dedans, mais cette histoire-là, est-ce qu'elle a joué sur son image auprès des fans, à ton avis?
Parce que Au- comme ils n'étaient pas au à ce courant de l'histoire, du coup. à ce moment-là, dans le temps, oui, il y a eu un impact. Ok. Moi, je sais, avant de connaître Pat Patterson, il y a eu tellement d'histoires découlant de ça qui ont été racontées. Au Québec, le nombre de lutteurs que moi j'ai rencontrés comme promoteur, booker, scripteur d'un show à l'autre, qui laissaient sous-entendre que s'il aurait joué dans la bonne équipe, il aurait eu une job à la WWF, mais comme il ne jouait pas dans cette équipe-là, Pat Patterson ne voulait pas les engager. Hmm. Des gars que Pat Patterson n'a probablement jamais vus. C'était une Mais excuse pour dire c'était qu'on n'avait pas été pris chez WWF, quoi. hey, je n'ai pas été engagé à WBS parce que Pat Patterson ne joue pas dans son équipe. Hmm. Ça, là, c'est fou, là. Je pense que les Edge, Christian, Chris Jericho, qui ont parlé en Bret Hart, Shawn Michaels, qui ont parlé de Pat, puis de l'influence que Pat a eue sur leur carrière, a changé beaucoup la perception. Parce que justement, là, ils ont eu la partie créative de Pat, le Royal Rumble, tout ça est revenu beaucoup en avant. Hmm. Et ça a été vraiment un plus là, pour sa carrière. Donc, je te dirais qu'après les années 2000, là, c'était pas mal derrière. Il en reste toujours un petit peu, mais le plus gros et le pire était passé, puis il y avait toute une nouvelle perception qui était créée par les entrevues, puis les éloges qu'il pouvait recevoir en lien avec le Royal Rumble. Et j'imagine que ton livre a permis de faire comprendre que c'était des on-dit et pas une vraie histoire, quoi. Ben, je pense que ça faisait partie d'eux, puis c'est beaucoup là-dessus que je voulais insister, parce que moi, au fur et à mesure que je travaille avec Pat, je découvre une personne dont les rumeurs ont rien à voir avec la personne que je rencontre, là, mais rien du tout, là. Fait que c'est comme si, tu sais, si Pat n'adresse pas ce sujet-là à ce moment-là, effectivement, il n'y aurait jamais eu d'autres moments pour l'adresser, là. Puis c'est pas un sujet qu'il voulait discuter non plus. Et il serait peut-être. Non plus là, dans une émission de radio ou pour une Ouais. entrevue. Il serait sûrement mort avec ça, quoi, sans que Oui, personne. Ouais. et on a mis sur la table son histoire, sa version des choses. Je pense que c'était important pour lui de le faire là, pour mettre un point final. Là. Il y a eu récemment là, Young Rock là, sur Ouais. NBC. Unis, là, puis il y a eu un des épisodes là, qui était surtout centré sur la lutte. Ça se termine avec une photo du Rock avec Pat Patterson, puis l'épisode lui est dédié. Là. Pat était le mentor du Rock. D'ailleurs, une des premières choses qu'on nous a confirmées là, quand on créait le livre, c'est l'espèce de citation qui apparaît sur la page couverture là, de Dwayne Johnson, là, juste ici en bas là, sur la page couverture. Qui est quand même merveilleuse. Là, je veux dire, on s'entend, c'est quand même assez cool. Là. C'est marqué préface de Vince McMahon. J'ai une quote de Dwayne The Rock Johnson, puis il y a Pat Patterson avec Bertrand Hébert. Est-ce que tu peux nous lire la phrase de The Rock? Oui. Ouais. Pat is one of the greatest mentors I've ever had in the world of sports entertainment. He has been instrumental in some of the greatest storylines and matches in my entire career, and I am forever grateful for his guidance and knowledge. Dwayne The Rock Johnson. Eh ben. Fait que, c'est quand même quelque chose. Puis bon, on a des citations de Bret Hart puis de Chris Jericho à l'arrière aussi. Je comprends pas tout l'anglais, mais je vais m'acheter ton livre, je te le dis. C'est vraiment excellent. Puis je veux dire, moi, j'ai passé une semaine chez Pat en Floride, puis on a ouvert l'espèce de gros coffre en bois rempli d'albums photos et d'enveloppes photos. Des choses que Louis avait préparées, là, gardées au fil du temps, parce que c'est pas Pat qui faisait des scrapbooks puis qui mettait des photos dans les albums. Oubliez ça, là. Parce que d'ailleurs, ça arrête pas mal quand Louis part, là. Je veux dire, il n'y a rien après 98, là, dans tout ça. C'était merveilleux. Je veux dire, j'avais tout là, devant moi. Là. Et de voir ça, de découvrir ça, là, il y avait des photos de eux à Boston là, quand ils se sont rencontrés. De eux qui ont travaillé ensemble. Là. Louis a été son gérant à Portland durant une courte période de temps. C'était comme... Je découvrais des choses là que lui n'aurait jamais pensé à publier ou à montrer à aucun moment avant ça. Là. Fait que ça a été... Là,
une belle chasse au trésor de découvrir tout ça comme historien. Toi, en tant que passionné historien, ça devait être fantastique, quoi. Et Pat était un heel tellement merveilleux à l'époque de Varoussac, quand moi je découvre la lutte, là, 82, 3, 4, là, c'est là la période où Pat va venir à Montréal pour la première fois de sa carrière. Parce que Pat fait son nom à San Francisco, fait son nom à New York, mais il n'a jamais été une grande vedette au Québec. Il devient le rêve du Québec et il est un vilain incroyable. Là. Il est détesté. Là. Il s'appelle Pat Patterson, un Québécois qui parle français, qui a changé son nom parce qu'il ne veut pas s'appeler comme un Québécois. Puis là, il traite tous les autres Québécois de mangeurs de hot dog, puis de gens qui n'ont pas de classe, puis qui ne savent pas vivre. Puis, Comme tout à l'heure, quand je te parlais des matchs préférés à conseiller autres, si tu as 3 matchs à conseiller de Pat Patterson qu'il faut avoir au moins vu une fois dans sa vie, contre Sergent Slaughter, ça en fait partie. Le Alley Fight, là, c'est le combat. Après ça, malheureusement, il n'y a pas tant de combats que ça parce que toute l'époque avant le WWF, la plupart de ces matchs sont dans des territoires qui ne filment pas. Le San Francisco, il reste des images de gens qui ont filmé avec une 8 mm, pas de son, dans les rangées. Puis c'est jamais des matchs complets. Il y a des matchs de la AWA avec Chris Stevens, un peu, mais il n'y a pas de Pat à son apogée, il n'y a pas grand-chose. Il y a un match qui est sur un de nos DVD, je pense qu'il se retrouve aussi sur YouTube, c'est Pat avec Mad Dog Lefebvre à Montréal contre les Rougeaux, que Pat est vraiment très bon. Là. C'est même pas drôle tellement Pat est bon. Là. J'aimerais qu'il reste plus de cette époque-là. Il y a une entrevue aussi de Pat en français qui est excellente, qui te retrouve aussi là-dessus. Sinon, ben, c'est toujours aussi de découvrir. Il y a l'angle qu'il fait avec Sergeant Slaughter à la télévision là, qui va conduire à leur combat, là, qui est vraiment très bonne aussi. Là, où Slaughter demandait aux gens s'ils étaient capables de se libérer du Cobra Clutch, là, la prise du sommeil ou l'espèce de... C'était le Million Dollar Man là, pour les gens qui auraient besoin d'une autre référence qui est vraiment très, très, très bonne. Pat est vraiment un talent exceptionnel à ce niveau-là. Sinon, ben, on n'a qu'à penser à tous les Royal Rumble que Pat a participé à un moment donné. Parce qu'au final, il a marqué la lutte avec son intelligence du spectacle, son côté showman. Parce que si on connaît le catch comme enfin, pas tout, mais une bonne partie de ce qu'on connaît actuellement, il y a du Pat Patterson derrière, jusqu'à même, je crois que l'un de ses derniers shows où il était présent du côté dans les backstage, je crois que c'était le Royal Rumble 2020, je crois. Effectivement. C'est son dernier show avant la pandémie. Il devait y retourner pour WrestleMania cette année-là là, parce que la santé commençait à être plus difficile pour voyager. Mais c'est le dernier spectacle qui a été présent, c'est le Royal Rumble de 2020, là, remporté par Drew McIntyre. C'est sûr que dans les dernières années, son influence était surtout de faire le dernier meeting de production, donner son avis, qu'est-ce qu'il y avait sur la table. Et il était toujours très fier quand Vince arrêtait tout puis pour dire Pat a raison. C'est une chance que tu es là. Comme je suis donc content de t'avoir. Puis des fois, c'était des toutes petites affaires. Mais Pat a toujours le don de revirer la situation de bord. J'avais pas. Là, tout le monde illumine en même temps. Puis là, ah oui, c'est vrai. Ça, c'était le grand talent de Pat les dernières années parce qu'il n'y avait plus nécessairement l'énergie ou l'envie d'être dans les tranchées puis d'écrire puis d'en mettre. Est-ce que tu as senti de fond? Dans le produit WWE, tu as senti le manque de Pat Patterson à un certain moment sur la qualité du produit? Quand j'ai commencé à travailler avec Pat allait quand même régulièrement. Il y avait des périodes de l'année où il n'y allait pas, d'autres c'était... Mais la première fois que Pat Patterson te texte assis à côté de Vince au Gorilla pour te demander qu'est-ce que tu penses du show, c'est toujours le fun. Fait qu'arrive un moment donné où je sais si Pat était aux enregistrements ou pas. Et je voyais une différence dans la qualité. Il y avait une différence là, en 2016. Là, quand Pat était là ou quand Pat n'était pas là, il y avait une différence.
Donc, puis là, puis dans les dernières années où son influence a continué d'aller de moins en moins, puis même là, quand j'ai commencé, moi, il faisait, mettons, Royal Rumble à WrestleMania, il était tout le temps là. Dans les dernières années, bon, il faisait le Royal Rumble, ben ça, il était pas retourné pour WrestleMania, là. Fait que, un bon entre les Il deux. était toujours là au Royal Rumble parce que c'était son bébé. Ouais, ben les pay-per-view, pas mal tout le temps. D'accord. Mais si c'était sur la côte ouest, puis c'était Backlash, faire 6-7 heures d'avion pour aller revirer à Los Angeles, San Francisco, WrestleMania, là, oui. Mais c'était un peu ça, là, beaucoup qui jouait là-dessus. Pat aimait ça, mais comme il disait, c'est pas comme si j'ai besoin de revoir de la lutte dans ma vie. C'est sûr, c'est sûr. Effectivement, ouais, on va dire qu'il connaît le business, quoi. Fait que, il était toujours très drôle là-dessus. Moi, j'ai appris, on ne vit pas et on ne meurt pas sur le catch. Là. Il faut couper à quelque part dans tout ça, puis faut pas que ça devienne, faut pas que ça consume notre vie. Ouais. Non, mais c'est génial. Enfin, moi, je bois du petit lait, comme on dit. Parce que à partir du moment où je me suis dit, il faut vraiment que j'ai Bertrand Hébert, déjà sur tes connaissances, sur ton parcours et tout ça, je me suis dit, je vais être obligé de lui parler de Pat Patterson. Ton livre est toujours disponible, uniquement en anglais, mais c'est disponible partout dans le monde. Donc, via Amazon, j'imagine, c'est trouvable. Oui, via Amazon, c'est disponible partout. Ça s'appelle Accept. Ouais. Bah, voilà. Et je trouve la couverture magnifique. Et ça, il y a une belle histoire derrière la couverture parce que Pat me sort une enveloppe de son coffre en bois en Floride dans sa maison. En bon québécois, il me la pitch sur la table. Il dit, t'en prendras là-dedans. Qu'est-ce que... En bon québécois aussi. Ouais. Enveloppe jaune. Et là, c'est des 8 par 10 vintage de l'époque de San Francisco. Donc, du milieu des années 70, des 8 par 10 noirs et blancs que Pat a imprimé à l'époque pour vendre puis signer à des fans. Et il en reste, je ne sais pas combien il en reste de photos. T'en as pas récupéré? Ah oui, mais il m'en a donné plein. Il en reste une centaine, il m'en a donné la moitié à peu près. Et les photos, tu les gardes pour toi? J'en ai quelques copies encore. J'en ai. Quand Pat a fait des séances d'autographe avec nous, on s'en est servi, là, parce que je veux dire, je ne peux pas garder 50 copies. Les autographies, il m'en reste une ou deux. Que j'ai les miennes, il m'en reste une ou deux là, qui vont avec les dernières copies que j'ai de Pat. Que certains veulent avoir, mais j'en ai plus. Il me reste plus vraiment d'autographie, mais il y en a qui voulaient avoir des 8 par 10. Il m'en restait quelques-uns. Donc, j'ai fait des combinaisons 8 par 10 livres. Donc, mais là j'ai cette enveloppe-là, mais là, c'est cette photo-là. Là. C'est Pat à San Francisco avec le championnat. Je veux dire, cette photo-là est merveilleuse. Sur la photo originale, c'est écrit Everlast sur le turnbuckle. Pour le livre, ils ont effacé le Everlast. Mais là, on veut voir cette photo-là sur la couverture. Et Pat, il ne sait pas, ça vient de qui. Mais Pat a un de ses amis qui s'appelle Bob Cartago, qui vit à Las Vegas, qui a travaillé pour la WWF. Et Pat est ami avec ce gars-là depuis que ce gars-là a 15 ans. Là, parce que Pat était ami avec sa mère. Pat payait ce gars-là dans le temps à San Francisco, puis sa mère, pour qu'il surveille son auto, pour pas que les fans passent des clés sur l'auto ou crèvent les pneus, pour protéger son auto. D'accord. Puis il va souper chez eux. Ils sont amis. La mère de Bob avait un œil sur Pat, mais bon, Pat, lui, ça l'intéressait pas. Ça l'intéressait pas. Pat sans être un fils, ça devient comme quelqu'un avec qui Pat est très proche au fil du temps. Et c'est Bob qui a pris la photo. Fait que là, il me dit ça. C'est moi qui ai pris ça, cette photo-là, dans le temps à San Francisco. Non. Hey, je n'ai pas fait ni une ni deux, puis j'ai mis tout le monde en contact et on a clairé l'histoire des droits pour la photo et on a pu avoir cette photo-là là, sur la couverture du livre. Est-ce que tu avais d'autres photos que tu as hésité ou tu t'es dit... Moi, j'ai jamais eu un moment donné où on a eu à penser de dire qu'on ne pourrait pas poster la photo en page couverture. C'est Pat à son apogée à San Francisco. Oui, bien sûr. S'il y avait une photo, c'était celle-là, quoi.
Ben, je pense que oui, là. Tu sais, c'est la photo. Mais bon, le livre est rempli de photos qui viennent de la WWF ou des archives de Pat, qui sont vraiment uniques et différentes, qui dressent tout un tableau quand même de la carrière là, de quelqu'un qui a eu une influence certaine sur les succès de Bret Hart, Shawn Michaels, Rey Mysterio, Chris Jericho. Et la liste ne finit plus. Daniel Bryan. Ça fait partie pour toi des personnalités les plus importantes pour le catch? Sans aucun doute. À l'exception de Vince McMahon, aucune autre personne n'a eu autant d'influence sur le catch des années 80 à aujourd'hui. Ouais. La différence, c'est que Pat, lui, a fini par dire qu'il fallait qu'il ralentisse, tandis que Vince, lui, c'est pas un gars de retraite, c'est pas un gars de vacances. Mais au niveau des idées, des concepts, Pat me faisait toujours. C'est comme, tu écoutais Pat, j'ai jamais vu ça comme ça avant. Ouais. Donc, c'était vraiment fascinant. Mais en même tu sais temps. Que tout à l'heure, quand on a parlé de All Elite, tu m'as fait voir une autre vision. Donc, je ne sais pas si c'est le fait que tu as beaucoup d'expérience et aussi peut-être que tu as été au contact des plus grands qui t'ont fait avoir cette façon de parler. Mais c'est vrai que quand on a parlé de All Elite, moi, je suis pas un pro All Elite parce que moi, j'aime le catch partout, mais le produit All Elite me convient parfaitement. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs que je ne voyais pas et que quand on en a parlé tout à l'heure, j'ai fait « Ah, mais bah oui !» Tu vois, et je pense que c'était cette sensation-là que tu avais avec Pat Patterson, peut-être. C'était exactement ça. Là. Puis là, c'est comme. Ça te force à voir les choses autrement. Hein. Pat adorait Dolph Ziggler, adorait The Miz pour différentes raisons. Moi, ce qui m'épate toujours là, quand on regarde des anciennes images, c'est que la réaction de la foule qui est des fois totalement démesurée. Puis une des dernières, et j'étais là, c'est le Raw après WrestleMania 29, là, l'année m'échappe. Je pense que c'est 2013. Oui, je pense, ouais. Et c'est là que Dolph Ziggler va encaisser sa valise. La réaction de la foule ce soir-là, c'était complètement fou. Mais ça fait des mois que Pat Patterson il dit à Vince McMahon et à l'état-major qu'il devrait donner le push à Dolph puis que Dolph devrait gagner. Et ce soir-là, on finit par. C'est presque un gag. Là. On filme d'ailleurs Patterson qui regarde ça parce qu'on lui a pas dit que Dolph va gagner. Mais en même temps, après ça, malheureusement pour Dolph, il va avoir une commotion cérébrale qui va venir tout faire dérailler, puis il ne reviendra jamais à cette position-là où il aurait peut-être pu devenir un Shawn Michaels ou un Bret Hart. Mais Pat voyait la même chose dans Shawn Michaels, Bret Hart ou Dolph Ziggler. Et c'était souvent quelque chose que Vince ne voyait pas. Puis comme il disait des fois, il fallait juste que tu y en parles pour que ça fasse son chemin. Shawn Michaels est réengagé, lui et Marty Jannetty, parce que Pat Patterson parle à Vince et dit, ben là, il faudrait peut-être lui donner une chance. Daniel Bryan est réengagé parce que Pat Patterson parle à Vince et dit, il faudrait peut-être lui donner une chance. Et regardez, imaginons... il était avant-gardiste, Pat Patterson. Il était avant-gardiste, je pense que c'est le bon mot, peut-être. Oui, puis c'était tellement naturel. C'était presque instinctif. Ouais. Point, là. Il n'aurait jamais pu écrire un livre sur comment être un booker ou comment écrire de la lutte ou comment. Mais quand tu parlais avec lui ou quand il t'en parlait, c'était comme, ben ouais, tu sais. C'était tellement évident pour lui que c'était comme dire 2 plus 2 font 4. Pour terminer là, parce qu'on a pris énormément de temps, mais j'en ferai 2-3 podcasts, je te le dis tout de suite, parce que j'ai envie quand même de parler, si tu as encore 10 minutes après. Oui, bien sûr. Ouais, ok, super. Parce que j'ai envie de parler un peu de... Ouais, enfin, moi je bois de l'eau, je prends énormément de plaisir à t'entendre parler et tout ça, et je pense que les auditeurs sont pareils, mais voilà. Mais avant ça, est-ce que si tu avais connu Pat Patterson
J'allais dire Pat Laprade. Si tu avais connu Pat Patterson, ils sont différents, les deux. Ils sont différents, les deux. Si tu avais connu Pat Patterson avant d'être promoteur et que tu aurais été promoteur après l'avoir connu, est-ce que tu aurais fait ton métier de promoteur différemment du coup? Ben, c'est sûr que tu revois toujours tout ce que tu as fait par le passé avec beaucoup de critiques. Et clairement, ce que j'ai appris le plus au fil du temps et que Pat Patterson a renforcé, c'est l'importance du personnage, puis de l'espèce d'interaction entre le heel et le face. Il aimait beaucoup dire que le bon heel fait le face, puis le bon face fait le heel, puis c'est comme ça. Si t'as pas les deux, ça marche pas. Ça a l'air bien niaiseux, mais les deux sont interreliés. Tu peux pas avoir un grand face si tu n'as pas un grand heel et vice-versa. Bien sûr. Le Rock et Austin, Hulk Hogan puis Macho Man, John Cena puis Edge. Pour le nommer, là, que des idées qui me viennent en tête comme ça. Ouais. Donc, mais il y en a plein. Et quand et de viser cette interaction-là ou cette espèce de synergie-là entre ton heel et ton face, c'est quelque chose que je ne voyais pas comme ça à la base, parce qu'à la base, moi, je voyais souvent, OK, on fait un match. J'ai pas passé assez de temps souvent sur les entrevues ou les personnages des gars pour aller chercher la foule avec le personnage et les gars, je l'ai fait parfois par accident, mais pas par design. À l'époque de lutte landière NCW, on avait une émission sur la télévision communautaire. On mettait beaucoup d'emphase sur les combats. On aurait pu mettre plus d'emphase sur les entrevues. Des trucs comme ça. Donc oui, effectivement, ça te fait revoir les choses différemment. Là. Je ne referais pas les mêmes enregistrements de la TOW aujourd'hui qu'à l'époque. Tu as appris énormément aux côtés de Pat, quoi qu'il arrive. Quoi. Énormément. Je veux dire, Chris Jericho, il disait qu'il ne connaissait rien avant de rencontrer Pat Patterson. Je te dirais que c'est un peu ça. Tu as l'impression que ce que tu savais, c'était rien par rapport à ce qui vient changer dans toute ta façon de voir les choses. Ouais, effectivement. Mais en tout cas, voilà pour Pat Patterson. Et merci à vous d'avoir regardé ou écouté ce podcast sur Pat Patterson, accompagné de Bertrand Hébert, celui qui a écrit sa biographie Accepted. Et donc voilà, c'était important de revenir sur Pat Patterson avec celui qu'il a côtoyé pendant plusieurs années. Donc j'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à partager au maximum. Plus de gens le voient, mieux c'est, je pense. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un bon gros like, un bon gros partage et à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et qu'est-ce que vous attendez du prochain podcast avec Bertrand. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas. Merci à vous, je vous fais des bisous. C'était les rebuts du catch, comme on dit chez nous, Banzai. Et surtout, n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao.